Hello, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie aussi en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples stables, équilibrés, épanouis et aussi être en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, soit si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre de votre level up ou dans le cadre d'une relation amoureuse. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo du jour. Est-ce que vous connaissez la série mexicaine Ruby? Eh bien, devinez quoi, je fais ma toute première masterclass là-dessus. Cette masterclass va être une vidéo privée qui va durer entre 4 et 5 heures. Durant ces heures, on va entièrement décortiquer la série sous le prisme évidemment de l'hypergamie, des stratégies affectives, des process psychologiques que Ruby a utilisés pour à la fois séduire Hector, mais aussi séduire Alexandre. On parlera aussi d'intelligence sociale, de l'intelligence dont elle a fait preuve pour pouvoir utiliser son réseau, pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse arriver à ses fins, arriver à ses objectifs. On parlera bien évidemment aussi de la nécessaire dose d'immoralité pour réussir et aussi des relations toxiques qu'on peut avoir au sein d'une famille. Et enfin, petit bonus, on fera le parallèle avec la vie de Meghan Markle parce que oui, Meghan Markle, c'est la personnification de la série Ruby. Elles utilisent exactement les mêmes process psychologiques, les mêmes process sociaux et la même intelligence sociale pour arriver à leur fin. Évidemment, on parlera de tout ça dans un cadre qui est privé, sans tabou, et donc on pourra aborder de manière ouverte les problématiques qui sont assez sensibles. Je vous invite évidemment à vous rendre sur dans plutôt l'onglet communauté de la chaîne pour avoir plus d'informations sur la masterclass. La masterclass est déjà prête et aujourd'hui c'est l'ouverture des places en pré-vente avec évidemment un tarif préférable. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec pour objet Masterclass Ruby pour pouvoir déjà réserver vos places en pré-vente. Les places sont assez limitées donc n'hésitez pas à réserver dès aujourd'hui vos places. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Aujourd'hui, on va parler français. Aujourd'hui, on va parler la langue de Molière. Et tout simplement, le sujet du jour est que la descendance a un prix. Petit disclaimer avant de commencer. Bien sûr que c'est une vidéo qui va être publique et nous sommes sur YouTube, donc sur la place publique. Et cette vidéo est accessible à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je demande aux esprits qui sont sensibles de se diriger vers mes autres vidéos dans lesquelles j'aborde des sujets qui sont moins problématiques et moins dramatiques en quelque sorte. Dans cette vidéo, on va parler la langue de Molière. Dans cette vidéo, on va parler français. Donc, si vous êtes prêt à écouter ce que j'ai à dire, à écouter une analyse qui est objective, alors je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Sinon, comme disait l'autre, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est parti. La descendance a un prix. En d'autres termes, faire un enfant, s'occuper d'un enfant, élever un enfant coûte cher. Et donc le corollaire de cela, c'est que si vous n'avez pas les reins solides pour vous occuper de votre enfant, n'en faites pas. Si vous êtes pauvre, et que ce soit une pauvreté matérielle ou immatérielle, intellectuelle, mentale, ne faites pas d'enfant, ne vous reproduisez pas en fait, tout simplement. Et pour mettre en lumière mon point de vue, je vais d'abord m'intéresser à un argument qui est factuel, qui est tout simplement le budget moyen consacré à un enfant. En France, ce budget est de 490 selon une étude, celle d'AXA normalement. Et ce budget-là représente en fait le budget que les parents vont consacrer jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Parce qu'en France, après 3 ans, l'enfant va à la crèche. Et donc, avant ces 3 ans-là, on peut soit travailler, et donc il va falloir prendre en compte le prix pour une nounou, soit on peut tout simplement élever. Mais quand on élève un enfant, ça coûte quand même aussi cher en fait. Et en plus de ça, on a une entrée d'argent qui est moindre. Ensuite, si je compare ce même nombre avec le nombre qu'il y a
qui a été calculé aux États-Unis, bah, ce nombre en fait est pratiquement supérieur de 2 fois. En fait, on a ce montant qui va s'élever à 925 euros le mois aux États-Unis. Et ça, c'est uniquement de 0 à 18 ans. Après 18 ans, si vous voulez que votre enfant puisse avoir une chance de réussir dans la vie, il va falloir normalement l'envoyer dans une bonne université, dans un bon collège, comme on dit aux États-Unis. Et pour un collège qui est moyen, pour une université qui est moyenne, ça tourne en fait, les frais d'inscription tournent autour de 15 et de 20K. Et pour les universités de la Ivy League, ça peut monter jusqu'à 100K, c'est-à-dire 100 000 euros l'année en termes de frais de scolarité, en termes de logement, en termes de coût de vie. Et l'avantage qu'il y a en France, c'est que la France, c'est un État quand même qui est très providence. En France, même si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes médiocre, pour moi, lorsqu'on est médiocre, c'est lorsqu'on arrive en fait, on n'arrive pas déjà à prendre soin de soi-même sur le plan financier et qu'en plus de ça on est une charge pour la société et que malgré tout ça en fait on va décider de manière consciente de faire venir un autre individu, un autre humain qui n'a rien demandé à personne et on va lui inculquer une misère sociale. Pour moi ça c'est de la médiocrité en plus de la méchanceté. Mais comme on est en France et que l'État c'est d'État-providence, l'État va quand même aider les personnes les plus démunies, que ce soit par rapport à la CAF, que ce soit par rapport aux allocations familiales, au RSA, au chômage, etc. On est quand même en France bien entouré. Il y a un filet de sécurité qui fait que même si tu es plus bas que terre, même si sur le plan génétique et sur le plan de la morale, tu ne mériterais pas d'avoir des enfants parce qu'on ne transmet que ce que l'on a, bah, l'État peut quand même te sauver. L'État peut quand même être là pour toi. Et donc, on a assisté à une inversion des mœurs en France, c'est-à-dire que les gens, au lieu de faire des enfants par plaisir, ils vont commencer à faire des enfants pour pouvoir bénéficier des allocations, en fait, des aides de l'État. Et ça, c'est problématique. C'est trop grave, comme disait l'autre. Bref, et donc, il y a également une chose que je trouve intéressante en France, c'est que l'instruction, en fait, l'éducation, l'école est gratuite. Contrairement aux États-Unis, il faut vraiment débourser de sa propre poche, voire même aller prendre des prêts bancaires pour ses enfants. En France, les bonnes écoles, notamment je pense à Polytechnique, bah ça coûte pas cher en fait. Et même si tu arrives à intégrer Polytechnique et que tu n'as pas les moyens, l'État peut te financer. Tu reçois en fait de l'argent, 900 euros à peu près le mois, pour t'aider en fait dans ça. C'est pour vous dire à quel point l'État accompagne les gens. Et malgré ce qu'on peut dire en fait par rapport à la France, l'ascenseur social continue de fonctionner. Et cet ascenseur social-là, il ne fonctionne que par le biais de l'école. Du moins, l'école est le moyen le plus sûr pour arriver justement tout en haut de l'échelle sociale. On peut également passer par l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est très risqué. Alors que l'école, l'éducation, c'est pour moi un moyen sûr en fait. Évidemment, en étant stratégique dès le départ, en choisissant les métiers d'avenir comme le fait d'être ingénieur, comme le fait d'être médecin, comme le fait, j'en sais rien, d'être avocat, travailler dans la finance par exemple. Il y a des métiers comme ça, des secteurs où on sait que ça va toujours recruter. A contrario, si vous choisissez en fait les mauvais domaines, bah à ce moment-là, forcément, vous allez vous retrouver au chômage ou à faire des travaux en fait au SMIC ou des travaux au SMIC. C'est pas exactement ce que moi j'appelle une ascension sociale. Mais bon, tout dépend encore une fois de vos objectifs et de vos ambitions. Ensuite, je vais mettre de côté l'argument financier et mettre en lumière d'autres arguments. Et j'ai une astuce pour vous. Si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes, si vous voulez savoir votre situation réelle, si vous voulez savoir comment vous êtes perçu, il y a deux moyens à cela. Premier moyen, dirigez-vous vers l'administration française. Deuxième moyen, dirigez-vous vers votre banquier. C'est uniquement en fait ces éléments-là, ces institutions-là qui vont vous faire redescendre sur terre en fait. Vous pouvez fuir la réalité comme vous voulez, vous pouvez vivre dans votre bulle, mais ces éléments-là vous ramèneront toujours en fait sur terre parce que c'est la vraie vie en fait. Typiquement, si vous avez fait uniquement le mariage religieux et que vous pensez que c'est suffisant par exemple pour avoir des droits sur un enfant ou sur un héritage, attendez que votre conjoint meure et attendez de voir comment est-ce que l'État va réagir par rapport à ça. Si vous n'avez pas de taf, vous pensez que l'argent, c'est pas nécessaire, qu'on ne vit que d'amour et d'eau fraîche,
Le jour où vous aurez besoin de prendre un crédit, dirigez-vous vers votre banquier et vous verrez en fait que on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est dur ce que je dis là, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui vivent trop dans une espèce de monde de bisounours. La vie ne fonctionne pas comme ça. Il faut être objectif en fait. L'amour c'est bien, mais l'amour ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut plus en fait, il faut de l'argent. Et nous sommes dans une société qui est capitaliste. Nous vivons dans un monde en fait qui est capitaliste et donc pour être considéré dans ce monde-là, il faut avoir du capital. Et ce capital, du moins le capital le plus important, c'est le capital économique, c'est-à-dire c'est l'argent en fait. Si vous n'avez pas d'argent dans ce monde, vous ne serez pas respecté en fait, vous ne serez pas pris, considéré à votre juste valeur. Et donc le meilleur moyen de vous protéger et également de protéger votre descendance, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'accumuler du capital. Et je me suis renseignée en fait chez le notaire pour savoir comment fonctionnait par exemple le fait de pouvoir adopter un enfant, comment fonctionne l'adoption. Attention, je ne suis pas ici en train de dire que je veux adopter, non, c'était juste pour avoir en fait une idée beaucoup plus précise des éléments qu'ils vont demander et des éléments qui selon la loi sont importants pour laisser un individu se considérer comme un parent. D'accord. Et en dehors justement du salaire, en fait des ressources suffisantes qu'on va demander, on va également demander un extrait de casier judiciaire. Donc si vous êtes une personne instable sur le plan intellectuel, sur le plan mental et que vous avez commis des crimes, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vie stable sur le plan de la juridiction, on ne peut pas vous laisser adopter. Donc l'État va regarder si effectivement vous êtes digne en fait d'avoir un enfant en regardant votre casier judiciaire. L'État va également regarder votre certificat médical. Donc si vous êtes une personne instable émotionnellement, l'État dit que vous n'avez pas le droit d'avoir un enfant. Du moins le droit d'adopter un enfant et d'avoir un enfant non biologique. Ensuite, on va également regarder votre acte de naissance. Et enfin, on va demander vos justificatifs par rapport à vos ressources. Donc l'État est en train de vous dire que pour être digne d'être un parent, pour avoir un enfant, il faut avoir un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que les délinquants, que ce qu'ils soient sexuels ou non, les voleurs, j'en sais rien moi, tous ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Ensuite, les personnes qui sont instables sur le plan médical, sur le plan mental et émotionnel, ne mériteraient pas non plus d'avoir des enfants. Et enfin, les gens qui n'ont pas d'argent nécessaire pour la survie d'un enfant ne méritent pas d'avoir des enfants. Ça, ce n'est pas moi qui le dis en fait. C'est ce que l'État vous dit de manière implicite, voire même explicite, si vraiment on arrive à lire en fait ce qui est écrit là. L'État vous dit en fait que si vous n'avez pas d'argent, vous êtes instable et que vous avez déjà commis des délits, vous n'avez pas le droit d'avoir un enfant. Ensuite, je me suis aussi intéressée à l'âge en fait légal pour adopter. Et lorsqu'on est célibataire, c'est 28 ans. Pareil lorsqu'on est marié, mais lorsqu'on est célibataire, il faut vraiment dépasser ce cap-là. Et en général, il faut avoir 15 ans en fait de différence entre l'adopté et la personne qui va adopter en face. Maintenant, lorsqu'on est en couple marié, on exige en fait 2 ans de mariage minimum. Et également, la limite des 28 ans pour les deux conjoints et la non-séparation de corps. C'est pour vous dire en fait que l'État est en train de vous dire que je considère qu'une personne devrait être en mesure d'avoir un enfant à partir de 28 ans. Pourquoi 28 ans? 28 ans, on a déjà dépassé le cap des 25 ans, donc on attend de vous en fait que vous soyez stable sur le plan financier. C'est ce que l'État en fait dit. Il faut comprendre, en fait, il faut comprendre les choses véritablement telles qu'elles sont. L'État vous dit que si à 28 ans, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de stabilité, vous ne méritez pas d'avoir un enfant. Donc, construisez-vous en fait. C'est le moment pour vous de construire votre vie, de créer un environnement paisible, stable, dans lequel, si vous désirez avoir un enfant plus tard, vous aurez en fait la possibilité. Mais tant que vous-même, en fait, vous n'êtes pas OK avec votre vie, tant que vous-même, vous dépendez finalement des autres, parce que 28 ans, on est proche de la trentaine, et la trentaine, c'est quand même la décennie vraiment de la maturité, la décennie où on a fini de construire et où on est en train d'enjailler, où on est en train de profiter de tout ce qu'on a construit en amont. Ensuite, dans le cadre de ma masterclass, je me suis intéressée à une étude réalisée par le FBI et qui met en fait en lumière la corrélation entre le fait d'avoir des enfants sociopathes, psychopathes et également plus tard qui deviendront des tueurs en série et comment dire, un background familial qui est très pauvre en fait, c'est-à-dire
caractérisés par la pauvreté justement matérielle, économique, la maltraitance ou le fait d'avoir des parents absents. Donc ça veut dire en fait en d'autres mots que si vous vivez en fait dans un foyer où vous n'avez pas vos parents, si le père est absent par exemple, si vous avez été maltraité ou si vous avez grandi dans une famille qui est très pauvre, là, les probabilités en fait pour que vous puissiez être des sociopathes et plus tard vous transformer peut-être en tueur en série sont absolument très élevées en fait. Et donc tout ça pour dire que la pauvreté a des conséquences terribles sur les enfants, que ce soit des conséquences au niveau du physique ou au niveau de la santé mentale. Ça peut entraîner en fait des difficultés à nouer les relations sociales avec les autres et surtout par rapport aux conséquences physiques, ça entraîne tout simplement la malnutrition. Et la malnutrition, c'est très grave en fait pour les enfants parce que lorsqu'ils sont à l'école justement, ils ne peuvent pas se concentrer. Leur cerveau en fait n'est pas assez nourri en termes de vitamines, en termes de nutriments dont il a besoin pour fonctionner normalement. Si vous avez un enfant et que vous ne lui achetez jamais par exemple des fruits et des légumes parce que ça coûte cher, si vous ne lui achetez pas des produits laitiers parce que ça coûte cher, bah cet enfant-là en fait ne va pas ne va pas se développer normalement. Son cerveau, en fait, ne va pas atteindre sa pleine capacité, en fait. Et ça, c'est problématique parce que un cerveau qui n'est pas fonctionnel à 100% va inévitablement entraîner l'échec scolaire. Et lorsqu'on est en situation d'échec scolaire, il y a une étude qui a été réalisée par le CNRS en France qui montre en fait la corrélation entre l'échec scolaire et la délinquance. Donc, un enfant qui quitte les bancs de l'école à l'âge, j'en sais rien, de 14 ans, est susceptible en fait de devenir un délinquant plus tard. Et en France, lorsqu'on a un casier judiciaire, en fait on est foutu parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Être délinquant, ce n'est pas le rêve d'un parent par rapport à son enfant. Aucun parent ne veut, en tout cas aucun parent normalement constitué, ne voudrait avoir un enfant délinquant. Ça n'a pas de sens. Donc, pour éviter tout ça, ou du moins pour réduire la probabilité que l'enfant puisse se diriger vers le mauvais chemin, faites en sorte d'avoir les moyens financiers pour éduquer vos enfants. Ensuite, pour terminer ma vidéo, je voulais rappeler aux femmes que ce sont elles qui contrôlent l'accès au sexe. Les femmes, vous contrôlez l'accès à votre corps. Et donc, si la personne en face n'est pas digne, en fait, de devenir père, si la personne en face ne remplit pas les critères pour devenir père potentiellement, eh bien, il ne devrait pas avoir accès à votre corps. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, il y a des femmes qui sont médiocres elles-mêmes et qui n'ont pas en fait de standards assez élevés, qui vont accepter dans leur vie des hommes eux aussi médiocres. Et c'est comme ça en fait qu'on est pleinement dans la reproduction sociale, c'est-à-dire que on va avoir des parents pauvres, peu éduqués, et on aura des enfants exactement de la même manière. Et ces enfants-là, malheureusement, vont finir par tomber dans la délinquance. Et selon moi, les hommes qui n'ont pas réussi en fait à démontrer une certaine stabilité par rapport à leur vie, à la fois professionnelle, aussi mentale et émotionnelle, ne devraient pas avoir en fait de rapport sexuel, ne devraient même pas avoir accès à une copine en fait. C'est vraiment la misère sexuelle qui devrait être la norme pour eux. Parce que tant que vous n'êtes pas vous-même en fait stable, vous ne pouvez pas prendre le risque de faire venir au monde un autre individu en fait. Pour moi, c'est de l'ordre de l'irresponsabilité et c'est grave en fait parce que tout le monde n'a pas ce même mindset là. Tout le monde n'a pas les critères aussi élevés que les miens par exemple. Et ça, je trouve ça assez dommage parce que c'est effectivement les femmes qui baissent leurs standards, baissent leurs critères, qui vont donner en fait des mauvais signaux aux hommes. Mais en réalité, la vraie question est de savoir c'est quel homme est-ce que vous attirez. Parce que quoi qu'on en dise, en fait, on attire à soi que ce que l'on est. Donc si on met la barre haute pour nous-mêmes, pour soi-même, en fait, eh ben, on va attirer des hommes du même niveau. Par contre, si on est beaucoup trop laxiste par rapport à notre personne ou même à notre propre réussite, ben, on attirera des individus avec le même mindset. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine.